Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cet atelier numéro 2 de la 3e journée Innovation Recherche organisée par le GIRSI d'Île-de-France. Moi je m'appelle Sébastien Kérévert, je suis cadre de santé sur la direction des soins des hôpitaux Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Vidal, où je coordonne du coup la recherche paramédicale, la pratique avancée et les protocoles de coopération, et où je m'occupe aussi du 3C, de centre de cancéro, du coup sur Paris, Saint-Louis, Lariboisière et Fernand Vidal. Et donc le but de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de l'après-recension des écrits, l'après-réalisation d'une bibliographie, et effectivement de voir ensemble qu'est-ce qu'on en fait de ces articles. Alors on ne va pas se limiter au fait de les hiérarchiser, de les classer, on va voir un petit peu différentes choses. On va reparler de l'intérêt de faire une biblio. Je pense qu'il y a des intérêts différents à réaliser des biblios, et puis on verra en fonction de ces intérêts, voire même de façon un petit peu généraliste, qu'est-ce qu'on en fait de cette biblio. Il y a plein de choses à faire, et du coup j'essaierai de vous faire participer un petit peu là-dessus. Il y aura effectivement de l'apport théorique sur les articles en eux-mêmes, mais on essaiera aussi de parler d'outils qui peuvent vous aider. Alors ça va être de l'outil informatique, de l'outil en ligne, mais il va y avoir également des outils c'est aussi de la recherche dans le domaine. Ouais. Mais pour que faire? Pourquoi est-ce que vous pouvez être amené à faire une biblio? Pour avoir des éléments sur une question qu'on se pose. Ouais. Améliorer nos soins. On va encore un petit peu avant. Savoir s'il n'y a pas eu déjà des réponses apportées sur la question qu'on se pose. Ouais. Mais la question, on se la poserait par exemple dans quel cadre? Pourquoi est-ce qu'on se poserait une question? Suite à une pratique qu'on a vue, quelque chose qu'on a ouais. fait, quelque chose qu'on a été confronté à une situation particulière. Donc, ça pourrait être pour répondre à une question clinique. Ok, ça me va. On peut dire que c'est un des intérêts de la bibliographie, c'est répondre à une question clinique. Ça, d'accord. Ça peut être effectivement une des interrogations qu'on peut se poser et à laquelle on pourrait essayer de répondre avec une revue de la littérature. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Dans quel cadre est-ce que ça peut nous intéresser de faire une recension des écrits? Pour argumenter un projet de recherche. Ok, ouais, d'accord. Dans le cadre de l'argumentation d'un projet de recherche, pour le rationnel d'un projet de recherche, comme tu disais ce matin, savoir si on n'est pas le 100e à avoir eu l'idée cette année et que le sujet est déjà largement publié, largement étudié, etc. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme utilisation? Pour de l'enseignement. Ok, ouais. D'ailleurs, en enseignement, il peut même y avoir deux utilisations en enseignement. Il y a le côté de celui qui enseigne, qui a revu la littérature pour effectivement donner les dernières recos, les derniers niveaux de preuve, mais il y a aussi le côté étudiant qui doit réaliser son mémoire, qui doit rédiger un mémoire. Et dans le cadre d'un mémoire, on peut être amené effectivement à venir réaliser une revue de la littérature. Ok, donc répondre à une question clinique, effectivement argumenter un projet de recherche ou argumenter le rationnel d'un mémoire. Puis il y a une dernière utilisation. Donner des directions à une pratique, à une recommandation de bonne pratique à mettre en place. Ok, je vais la mettre dans la case, répondre à une question clinique. Dernier petit intérêt qu'on a souvent tendance à oublier, c'est qu'on peut les publier. Et on peut faire une revue systématique ou une méta-analyse pour la publier. D'accord? Donc, on va effectivement soit faire un état de l'art, et on va voir que ça peut nous servir sur différents aspects. On peut soit répondre à une question clinique, ce qui est fréquemment utilisé aussi, mais on peut aussi réaliser une revue de la littérature avec des buts différents. Dans le cadre de la revue de la littérature, et non pas la recension des écrits, on va venir faire des revues systématiques ou des méta-analyses. Ça, ce sont des articles qu'on peut publier, donc ce sont des recherches à part entière. D'accord? Et effectivement, ça commence par une recension des écrits et une exploitation de la bibliographie. D'accord? Répondre à une question clinique, c'est l'evidence-based nursing, qu'on va redétailler juste après. Toute cette evidence-based practice, elle met en confrontation, ou en tout cas, elle oppose plusieurs points de vue. Il y a les publications, le point de vue du patient, les pratiques habituelles, et puis les ressources disponibles dans l'unité dans laquelle vous travaillez. Et puis, il y a également l'idée de faire l'état de l'art pour préparer un cours, pour rédiger un protocole de recherche, pour préparer l'écriture d'un mémoire, où on a besoin effectivement de recenser les écrits, mais on n'a pas forcément besoin
dans le cadre d'un protocole de recherche ou dans le cadre d'un mémoire, de faire une méta-analyse ou une revue systématique de la littérature, ce qui n'est pas tout à fait le même niveau de preuve que voilà, une recension des écrits. Est-ce que vous faites bien le distinguo entre une revue systématique et, on va dire, faire l'état de l'art et faire une recension des écrits de façon un peu plus simple? Est-ce que vous faites le distinguo entre les deux? Et si oui, c'est quoi la différence entre je fais une revue systématique pour la publier et je dois faire la biblio pour mon projet de recherche? Une méthodologie particulière Ouais, on va pas être sur les mêmes méthodologies, effectivement. L'exhaustivité. D'accord. Est-ce que tu peux en dire plus sur l'exhaustivité? Dans la revue systématique ou la méta-analyse, justement, on prend tout ce qu'il y a et on en parle de tout ce qu'on a et de comment c'est fait, alors que pour répondre à une question clinique ou faire un état de l'art, on ne va pas forcément parler de tout. Ok, et comment on fait pour prendre tout ce qu'il y a? Et par la méthodologie justement employée, par mots-clés, voilà, qu'on va ensuite hiérarchiser, voilà, qui ne sera pas forcément présent, disons complètement en tout cas, pour répondre à une question clinique. Ouais, alors je pense pas que les phrases... Alors certes, les phrases de recherche peuvent être un peu plus élaborées en revue systématique, mais si on veut effectivement, comme tu dis, avoir l'exhaustivité, ce qui va être un petit peu différent en revue systématique, je pense, c'est le nombre de bases de données qu'on va fréquenter. Souvent, quand on vient faire un état de l'art ou le rationnel d'un projet ou d'un mémoire, on a souvent tendance à se cantonner à une base de données. On aime bien PubMed et puis on va sur peut-être une autre petite base, mais guère plus. Vous allez voir qu'en revue de la littérature, et notamment dans les revues systématiques, il y a des exigences beaucoup plus élevées en termes de bases de données qu'on se doit de questionner. Donc pour le coup, on va peut-être se faire un petit rappel sur cette étape, notamment sur l'evidence-based nursing et sur la question clinique. Voilà, les revues de la littérature, ça peut servir effectivement à répondre à une question clinique. Et voilà, comme on disait ce matin, le coup du « oui, mais on a toujours fait comme ça », qu'on a tous entendu dans les services où écoute, te pose pas trop de questions sur ce protocole, on a toujours fait comme ça, et de toute façon, on n'a pas le matériel pour faire d'une autre façon. Voilà, c'est peut-être questionnable et on peut peut-être se questionner là-dessus. Et une des pratiques qui est extrêmement utilisée, que ce soit en médecine et qui est transposable en soins infirmiers, on le verra juste après, c'est l'evidence-based practice, qui met en fait 4 choses autour du questionnement. C'est l'expertise ou le jugement clinique de la personne qui délivre les soins. D'accord? Et ça peut être vous. Vous avez une certaine expérience, vous avez acquis un DU, vous êtes expert dans un domaine, vous pratiquez ces soins depuis très longtemps et vous avez une expertise et un jugement clinique qui peut être différent de vos collègues. Il y a effectivement le contexte et les ressources qui sont disponibles en termes de ressources humaines, en termes de matériel, en termes de budget. Qu'est-ce que j'ai pour pouvoir délivrer ce soin? Bien évidemment, on essaiera de prendre en compte les préférences du patient. D'accord? Et puis surtout, ce qui va influencer et qui rentre dans ce modèle d'evidence-based practice, c'est les résultats de recherche. Donc ce petit rond vert, c'est ce qu'on appelle les preuves scientifiques dont on va disposer pour pouvoir modifier un protocole, pour pouvoir modifier un soin. Et ça, effectivement, ça passe par une recherche bibliographique. Et cette evidence-based practice, qu'on peut transposer à l'evidence-based nursing, ça va se définir comme l'utilisation consciente, explicite et judicieuse des meilleures données actuelles. On va revenir sur ce thème de meilleures données actuelles de la recherche clinique pour prendre en charge une personne. D'accord? Donc déjà, rien que dans le fait d'être dans les évaluations de pratiques professionnelles, le fait de remettre en question un protocole de recherche ou le fait de remettre en question un protocole de soins, on est déjà en train de se questionner sur, voilà, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour remettre en question ce protocole, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour remettre en question mes pratiques. Et on va voir qu'on ne peut pas tout prendre en considération. C'est ce qu'on disait ce matin. Est-ce que tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, est-ce que tout ce que je vais trouver en termes de biblio peut faire partie des preuves et des articles que je peux utiliser pour ça? Pas sûr. Peut-être qu'il y a effectivement un classement qui va nous dire, attention, certaines choses peuvent être utilisées, même si je ne vais pas utiliser tout ce qui est publié. Là aussi, je vais essayer de casser quelques idées reçues sur la publication, mais ce n'est pas parce que quelque chose est publié qu'on doit avoir une confiance absolue et aveugle dans ce qui est publié. Donc on verra qu'on va essayer de trouver les sources, en tout cas les meilleures données actuelles en termes de recherche clinique. Et ça, on va essayer de redéfinir ce que c'est que les meilleures données actuelles. D'accord? Donc l'objectif de l'evidence-based nursing,
Je l'ai transposé vraiment à la profession infirmière, mais c'est dans l'evidence-based practice, il y a l'evidence-based medicine et l'evidence-based practice, on peut le transposer à plein de professions, d'accord? Le but, c'est vraiment d'aider les professionnels à prendre une décision face à un problème clinique, d'accord? Et ça doit passer effectivement par une revue de la littérature. Effectivement, on va confronter plusieurs choses, hein, l'expérience, les ressources, les préférences patients, mais ça doit passer par une revue de la littérature et par une recherche scientifique des publications. D'accord? Ça va bien sûr prendre en compte l'expérience de l'infirmier et les préférences du patient, mais ça doit passer par une revue de la littérature. D'accord? Ça ne peut en aucun cas être seulement le jugement de la personne ou les connaissances de la personne qui rentrent en ligne de compte. Hein. Je vous ai dit, le but, c'est vraiment d'éviter ce « on a toujours fait comme ça », t'embête pas, te pose pas trop de questions, ce pansement, tu le fais de telle manière, de toute façon, on a toujours fait comme ça. Voilà, si ça vous questionne, si vous trouvez qu'il y a peut-être moyen de faire autrement, si cette pratique ne vous convient pas, si elle ne convient pas au patient, voilà, il y a peut-être une question à se poser et parfois on peut y répondre avec une revue de la littérature et on peut venir effectivement utiliser l'evidence-based nursing et généralement on procède en 4 étapes. Hein. On va venir formuler un problème qu'on va essayer de formuler de la façon la plus claire possible. On reverra tout à l'heure qu'il y a des méthodes pour venir formuler ces problématiques. On parlera notamment de la méthode PICO, j'irai même jusqu'à la méthode PICO avec un S. On verra PICOS qui est, à mon sens, une très bonne manière de formuler une question de recherche. On va venir rechercher les publics dans la littérature. On va venir évaluer les résultats des publics qu'on aura sélectionnés et on va ensuite éventuellement appliquer ces résultats aux patients. Mais vous voyez que dans l'étape 3, sur l'évaluation des publics qu'on aura sélectionnés, voilà, ça veut dire que dans tout ce qu'on va trouver, malgré que les choses aient été publiées, on ne va pas pouvoir tenir compte de tout ce qui a été publié. D'accord ? Donc ça, c'est pour l'evidence-based nursing, donc, qui comporte quand même certaines limites hein, que je vous ai mis pour information. Parfois, on va vouloir faire de l'evidence-based nursing, mais il n'y aura pas assez de publications sur le sujet, ou les publications ne seront pas de qualité suffisante pour qu'on puisse utiliser ces publications. Parfois, on va trouver des publications qui sont faites dans d'autres pays, des publications étrangères, mais qui ne sont pas transposables en l'état aux pratiques du pays dans lequel on exerce, d'accord ? Notamment en termes de système de soins, système de prise en charge, d'éthique, de réglementaire, on ne pourra pas toujours tout transposer. D'accord ? Et puis chaque malade est un cas particulier, on ne pourra pas toujours faire d'une généralité un cas bien particulier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le modèle de l'evidence-based nursing, il y a les préférences du malade et voilà, chaque malade est un cas particulier, on ne pourra pas toujours transposer un modèle global à un patient en particulier, qui peut parfois nécessiter qu'on réinterroge la biblio rien que pour lui. D'accord ? Donc voilà, en point essentiel sur le BN, c'est un outil d'aide à la décision clinique et la revue de la littérature est là pour vous aider à prendre ces décisions cliniques. Donc il y a 4 composantes, les meilleurs résultats de la recherche clinique, les préférences du patient, votre expérience à vous, qui est primordiale, et le contexte et les ressources dont vous disposez. Okay ? Et donc il y a ces 5 étapes, hein, formuler la question, rechercher les preuves, les évaluer et les appliquer aux patients. Donc c'est vraiment un processus, c'est pas je trouve les articles, j'en trouve un qui a l'air plus sympa que les autres, le journal est sympa, il est en français, allons-y, je vais me baser sur celui-là. On va voir qu'il y a une façon d'évaluer ces articles et il y a une façon d'utiliser ces preuves scientifiques pour pouvoir transposer ça dans ma pratique. Okay ? Donc ça, c'est vraiment pour la partie evidence-based nursing et vraiment pratique basée sur les preuves. D'accord ? C'est vraiment le fait de casser le « on a toujours fait comme ça » ou « te pose pas de questions, il y a un protocole ». Ben oui, il y a un protocole, certes, mais de quand il date, qui l'a rédigé, qu'est-ce qu'il y avait comme preuve à l'époque pour qu'on puisse construire ce protocole-là. Okay ? Ça, une revue de la littérature, ça peut énormément vous aider pour répondre à cette question clinique que vous pouvez vous poser. Il y a une deuxième étape, et on va redéfinir peut-être quelques concepts, notamment les concepts de revue de la littérature et de revue systématique. Alors, est-ce que vous faites déjà le distinguo entre la revue systématique et la méta-analyse ? Est-ce que quelqu'un veut donner une petite définition d'une revue systématique ou d'une méta-analyse et me redire un petit peu ce que c'est ? Est-ce qu'il y en a différents genres ? Est-ce que c'est des trucs bien fiables ? Est-ce que c'est plutôt facile à faire ou alors très compliqué, puis c'est pénible à lire? Est-ce que vous avez déjà quelques a priori ou même quelques petites définitions là-dessus? Je suis plus sûr, mais il me semble que les revues systématiques s'intéressent plus aux résultats des études. Par exemple, autour d'une question, les différents essais cliniques qui ont pu être réalisés. Tandis que méta-analyse va plus s'intéresser au nombre d'études, les protocoles utilisés, enfin ce qu'il y a autour de la recherche, pas tant les résultats. Ou alors au contraire l'ensemble, je suis pas sûr. J'entends. J'entends, je note. J'explique après. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue? Ou est-ce que tout le monde est d'accord peut-être avec toi?
Alors vous faites non, mais Sur, Pierre-Yves. sur la revue systématique, on va plutôt, donc, comme il a été dit au tout début, plutôt viser l'exhaustivité du recueil des articles en lien avec une question clinique, enfin avec une question qu'on se pose dans plusieurs bases. Et puis la méta-analyse, ça va viser à grouper les résultats des études pour faire comme si on avait une seule grosse étude qui groupe, si on a une étude avec 2000 patients d'un côté, 3000 de l'autre, on va faire comme si on avait une seule grosse étude avec 5000 patients, en gros, quoi. Ok, d'accord. J'entends. Ok. Est-ce que ça vous arrive de lire des revues systématiques ou des méta-analyses? C'est quelque chose que vous lisez régulièrement ou... Qui lit des revues systématiques régulièrement? Méta-analyse? Ouais, les deux... Il y avait 2 mains levées, mais je vais compter que ça fait une parce que c'était du... Mouais. Ok, alors, on va rappeler un petit peu les principes des deux. On va voir qu'il y a différents niveaux dans les revues systématiques et dans les méta-analyses, mais sachez que dans toutes les méta-analyses, il y a une revue systématique. D'accord? Donc déjà, on va partir de ce principe-là que tout travail de méta-analyse va commencer par une revue systématique. D'accord? C'est l'étape indispensable. On commence par la revue systématique et on verra après qu'on peut éventuellement l'étendre à une méta-analyse, mais la méta-analyse commence par une revue systématique et une sélection des articles sur lesquels on va vouloir travailler. Okay? Alors, hop. Voilà, juste pour rappel, les méta-analyses et les revues systématiques, elles font partie de l'ensemble des différents plans méthodologiques que vous allez pouvoir retrouver, et c'est une toute petite partie. Voilà, on n'est pas dans de l'observationnel, on n'est pas dans du plan expérimental, on est vraiment dans ce qu'on appelle les enquêtes bibliographiques. Et dans les enquêtes bibliographiques, on va trouver deux grandes typologies d'études. On va trouver les reviews, les revues, et là on voit qu'il y a deux niveaux de preuve qui sont assez différents avec les revues de la littérature et les revues systématiques, d'accord? Deux salles, deux ambiances, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Attention, on n'est pas du tout sur la même typologie d'articles. C'est pas la même chose de faire une revue de la littérature et de refaire une revue systématique. On va revenir sur ce que c'est. La revue systématique, voilà, elle est inclue dans toutes les méta-analyses, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué et c'est des exigences méthodologiques complètement différentes quand on vient faire une revue systématique. D'accord ? Et puis côté méta-analyse, et on va redéfinir ce que sont les méta-analyses, mais côté méta-analyse, pardon, en gros, vous allez trouver 3 grandes familles de méta-analyses. On va avoir les méta-analyses sur données globales, sur données individuelles, et les méta-analyses en réseau. D'accord ? Ça va être les 3 grandes familles de méta-analyses que vous allez trouver, et vous n'allez pas les aborder de la même manière, et vous n'allez pas les lire de la même façon, ces méta-analyses sur données globales, individuelles et en réseau. Ce que tu évoquais, Pierre-Yves, tout à l'heure, c'était effectivement le fait de pooler les données, de venir mélanger les données de plusieurs études. Voilà, ça on peut le faire de 2 façons. Soit on a des données globales, soit on a des données individuelles. Données globales, ça veut dire, j'ai trouvé plein d'études qui parlent d'un résultat. J'ai le résultat de chaque étude, je le prends et je vais venir fusionner ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des données globales, c'est le résultat de chaque étude. Soit on a la version un peu luxe, et dans ces cas-là, on a accès à toutes les données des patients de toutes les études. Là, on travaille sur des données qui sont individuelles. Et puis, on va redéfinir ce qu'est la méta-analyse en réseau, qui est une autre typologie de méta-analyse qui va nous permettre d'estimer des effets traitement. Okay, donc, une revue de la littérature, on peut la réaliser dans le cadre de mémoire, travail de recension des écrits, etc. La méta-analyse, c'est un travail de recherche à part entière, mais à votre avis, dans quel cas de figure est-ce que vous pouvez être amené à faire une méta-analyse? Qu'est-ce qui peut amener des auteurs à faire une méta-analyse? Quand il n'y a pas de résultat clair, quand on a du mal sur une méthode, par exemple, à définir un résultat très clair. Donne-moi un exemple. Moi, je travaille en éducation thérapeutique, par exemple, et c'est pas simple de trouver des études où on atteste que telle méthode d'éducation thérapeutique diminue la mortalité, par exemple, j'en sais rien, et du coup, en faisant des méta-analyses avec... Alors, si tu as du mal à trouver des études qui abordent ce sujet-là, comme la méta-analyse commence par une revue systématique, si tu as peu d'études, ça va être compliqué de faire une méta-analyse. Non, c'est peu d'études qui vont dans le même sens, je veux dire. En faisant une méta-analyse, peut-être qu'on arrivera plus à savoir de quel côté penche là. Tu dis on arrivera plus à savoir, mais tu fais des petits virages quand même. Le cas le plus classique pour faire une méta-analyse, c'est une molécule vient d'être mise sur le marché, il y a 5 essais contrôlés randomisés qui vont vous dire qu'elle marche, et il y a 5 essais contrôlés randomisés qui vous disent qu'elle ne marche pas. Donc vous êtes clinicien et vous faites « Ok, donc il y a une nouvelle chimio qui vient d'arriver sur le marché, il y a 5 essais contrôlés randomisés qui me disent qu'elle améliore la survie.
et il y a 5 autres études contrôlées randomisées qui me disent qu'elle n'améliore pas la survie. Moi, qu'est-ce que je fais? Globalement, je vais faire un 11e essai contrôlé randomisé. Je vais tirer à nouveau à pile ou face pour savoir si ma chimio marche ou pas. Bah, c'est bon. Le comité d'éthique, à un moment, ils vont vous dire stop. Les financeurs aussi vont vous dire c'est bon, il y en a déjà 5 de chaque côté, on va peut-être arrêter là. Ok, du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je la prescris ou je la prescris pas, cette chimio? Bah, typiquement, là, vous avez 5 études en faveur de la chimio, 5 études en défaveur de la chimio. Bah, prenons les résultats de ces 10 études et mélangeons-les. Si elles utilisent la même méthodologie avec le même critère de jugement et qu'elles sont assez similaires, prenons ces 10 études, on prend l'ensemble des données de ces 10 études et on va trancher. Et on va prendre l'ensemble des données de ces 10 études et on va dire, bah, si je mets ces 10 études en même temps, au lieu d'avoir 10 fois 200 patients, bah, du coup je vais en avoir 2000, je prends mes 2000 patients et je vais refaire cette analyse sur les 2000 patients et je vais trancher. D'accord? C'est ça le grand cas un petit peu classique de la méta-analyse. Okay? J'ai plusieurs études utilisant la même méthodologie mais avec des résultats qui divergent. Du coup, bah, je vais trancher en reprenant l'ensemble de ces données et en faisant une espèce de super analyse autour de ça. D'accord? Donc, forcément qu'on est en données individuelles. Pas forcément, on peut faire en données globales. Si par exemple j'ai 5 essais contrôlés randomisés qui font de la mortalité à 6 mois et qui concluent que la chimio a un effet positif, j'ai 5 essais contrôlés randomisés qui font de la mortalité à 6 mois qui concluent en négatif, j'ai un critère de jugement similaire, je peux prendre la mortalité à 6 mois de chaque étude en tenant compte de la taille, du nombre de patients, et je peux utiliser des méthodes qui vont me permettre de réanalyser ça sans avoir accès à toutes les données patients, qui vont me permettre, à partir de l'effet dans chaque étude, de pooler l'ensemble des effets pour faire un effet global. C'est possible aussi, c'est ce qu'on appelle les méta-analyses sur données globales. D'accord? Donc, les revues systématiques, on va commencer par ça. Voilà, le livre de référence pour les revues systématiques est le livre de référence qui va vous donner les attendus méthodologiques pour une revue systématique, c'est le Cochrane Handbook, d'accord, qui est édité par la Cochrane, que vous connaissez très bien, qui est un organisme de référence sur les revues systématiques et les méta-analyses. Et donc, le Cochrane Handbook, alors c'est un pavé, hein, je crois qu'il doit faire à peu près 900 pages. Voilà, il est réédité très régulièrement, les règles méthodologiques sont remises en place et réévaluées régulièrement. Et donc, effectivement, c'est le fruit d'une démarche scientifique rigoureuse, et on va rediscuter de méthode juste ensuite, constituée de plusieurs étapes bien définies. Et donc, quand on veut faire cette revue systématique, pour vous donner un exemple, ce qui est attendu par le Cochrane Handbook, c'est, pour une revue systématique, hein, pas une revue de la littérature, mais une revue systématique, c'est fréquenter au moins 3 bases de données généralistes, 2 bases de données spécialisées, contacter les auteurs de référence pour savoir s'ils n'auraient pas des données non publiées qu'on pourrait utiliser, faire la biblio grise, s'intéresser également aux abstracts qui auraient été publiés dans des congrès mais qui n'ont pas été publiés ensuite en articles scientifiques, etc., etc. Quand vous avez fait tout ça, vous pouvez commencer à dire que vous êtes systématique et que vous approchez l'exhaustivité. D'accord? Si vous n'avez pas validé l'ensemble de ces attendus méthodologiques, vous restez dans le cadre de la revue de la littérature. D'accord? Donc vous voyez que quand on se lance dans une revue systématique, faut bien réfléchir et il y a des points méthodologiques incontournables. D'accord? Donc ça doit répondre à une question clinique précise. On ne fait pas une revue systématique en se disant on prend un fichier Excel, on va mettre plein de colonnes dedans, on verra bien ce qui sort, on va aller à la pêche. J'ai une question précise parce qu'il va falloir dépioter l'ensemble des articles, il va falloir les lire, il va falloir extraire les données, si possible en double, que 2 personnes le fassent chacune de leur côté, qu'on confronte ensuite les données pour savoir si tout le monde a trouvé la même chose et qu'ensuite on analyse ça. Et je suis bien dans la revue systématique et pas dans la méta-analyse. D'accord? Et donc du coup, cette méthode de revue systématique, elle doit être rigoureuse et reproductible. C'est-à-dire que si une autre équipe faisait la même revue systématique que vous, ils devraient retrouver les mêmes résultats dans les études et pouvoir extraire les mêmes données. D'accord? Donc on va, dans le cadre de la revue systématique, identifier toutes les études publiées ou non. C'est ce que je vous disais avec la biblio grise, la biblio des congrès, etc. Et puis on va évaluer la qualité de chaque étude. Et puis on va éventuellement extraire les données. Et pourquoi pas, si on veut poursuivre, aller jusqu'à la méta-analyse pour obtenir cet effet un peu combiné des résultats des études. D'accord? Donc la revue systématique, l'objectif d'une revue de la littérature, c'est de résumer l'état de l'art, parfois avec des données assez chiffrées, hein, sur une thématique et sur une période de temps. D'accord? Ça va être toujours à délimiter, c'est quelle est ma question, dans quelle thématique, sur quelle période de temps. Okay? Donc ça va permettre de situer un sujet par rapport à d'autres recherches, et puis ça va vous permettre d'apporter une réponse plus ou moins définitive sur une thématique. Voilà, vous allez balayer la biblio sur 10 ans et vous allez pouvoir apporter une réponse assez fiable et précise. D'accord? Cette revue de la littérature, alors
pas forcément la revue systématique, mais la revue de la littérature, l'analyse de la littérature, en tout cas la recension des écrits. C'est une démarche qui est vraiment indispensable. Vous n'avez pas besoin d'être systématique, mais il faut être le plus exhaustif possible. Je vous rappelle que c'est un des motifs principaux de refus des PHRIP, c'est le manque d'exhaustivité de la biblio. Le jury dit, bah voilà, nous on a refait la biblio de votre projet, on a regardé, on a trouvé 2 articles qui apportent la réponse. Donc refaites bien la biblio, parce que du coup, on n'a pas envie de financer votre PHRIP, parce qu'il y a déjà 2 articles qui apportent la réponse. D'accord? Donc cette étape, elle est vraiment primordiale. Et puis, je vous disais, on peut... Donc l'organisme vraiment de référence, c'est la Cochrane. Hein. On refera un petit saut tout à l'heure sur la Cochrane Library, parce que la Cochrane va vous donner énormément de ressources en termes de revues systématiques et de méta-analyse. C'est d'ailleurs une des bases de données que vous devez fréquenter quand vous faites une revue systématique ou une méta-analyse, parce que l'ensemble des articles qui sont publiés par la Cochrane et sur la Cochrane ne se retrouvent pas forcément sur PubMed. Cochrane publie ses propres articles, ses propres revues, qu'on ne retrouve pas toujours sur PubMed ou sur les grandes bases de données, mais que vous retrouverez sur Cochrane. D'accord? Donc quand on vient faire une revue systématique, hein, voilà, il y a plusieurs étapes à respecter, et puis il y a vraiment une méthodologie très stricte à adopter. Voilà, à la différence des revues de la littérature, quand on se lance dans une revue systématique, on va essayer de sélectionner des études qui sont les plus similaires possibles, dans lesquelles on va évaluer le risque de biais afin de minimiser les risques de biais des études. Voilà, et on va essayer de garder la plus grande objectivité possible. Souvent, je prends cette image du tamis. On va rentrer les études dans un entonnoir, on va passer par un premier tamis, et puis au fur et à mesure des étapes, on va se retrouver avec des revues, en tout cas des articles qui seront très semblables, très similaires, avec les mêmes méthodologies, qui évaluent les mêmes critères, et dont on pourra extrapoler des résultats ensuite. Donc ça, ce sont les revues systématiques. Donc voilà, les étapes incontournables pour réaliser une revue systématique, c'est formuler une question de recherche. Encore une fois, je redétaillerai tout à l'heure ce qu'est PICO. Sélectionner des critères dès le départ pour vos études. Il faut rédiger un protocole. C'est une étude comme une autre, donc n'hésitez pas à rédiger un protocole de recherche concernant votre revue systématique. Ça vous servira à 2 choses. La première chose, c'est que vous allez définir clairement les critères de votre étude, et surtout, vous allez pouvoir l'enregistrer. Comme on enregistre un essai clinique sur clinicaltrial.gov, une revue de la littérature ou une méta-analyse, ça s'enregistre sur Prospero. Et du coup, vous aurez un numéro, et c'est très difficile de publier une revue systématique ou une méta-analyse si on n'a pas son numéro Prospero. Petite particularité de Prospero, c'est que si vous n'en êtes qu'à l'étape de la rédaction du protocole ou que vous commencez votre revue de la littérature, parfait, vous pouvez enregistrer sur Prospero. Si vous avez commencé l'extraction des données et que vous dites sur Prospero, on en est à l'extraction des données, il va refuser l'enregistrement de votre étude en disant « fallait nous prévenir avant ». D'accord ? Et c'est aussi sur Prospero que vous pouvez voir les méta-analyses en cours ou les revues systématiques en cours. D'accord ? La recherche d'études pertinentes, donc base de données, les bibliogrises, etc., la sélection des études, l'extraction des données, souvent demandée en double lecture ou au moins avec une extraction de 10-15% de double lecture, l'évaluation du risque de biais et l'analyse des données. Vous voyez qu'on est bien au-delà de la simple revue de la littérature et qu'on est vraiment sur un niveau méthodologique assez élevé sur ce type d'études. Voilà, je vous ai dit pour la méta-analyse, hein, le but c'est vraiment de combiner l'ensemble des résultats qu'on aura trouvés dans cette revue systématique et de venir choisir une mesure commune qu'on pourra retrouver dans l'ensemble des études. Donc, d'où l'intérêt d'être extrêmement strict sur les types d'études que vous allez rechercher. Mais une fois qu'on aura fait ces recherches et qu'on aura sélectionné des types d'études similaires, eh ben, on va venir pooler ces études, on va venir pooler ces résultats pour avoir du coup une évaluation estimée. D'accord ? On va estimer un risque ponctuel, on va estimer une mortalité ponctuelle à partir de l'ensemble des données et on va venir les agréger. Et souvent, vous retrouvez ce type de schéma avec étude 1, étude 2, le poids de l'étude, le risque qui a été retrouvé dans l'étude et puis un résultat synthétique en bas qui est souvent représenté par un diamant. Hein. Les études sont souvent représentées par des carrés avec des petites moustaches de chaque côté qui sont les intervalles de confiance à 95%. Et puis vous avez ici du coup votre risque global qui conclut en fait sur l'ensemble des données et qui vous dit si oui ou non vous avez un résultat significatif, avec quelle force ce résultat est associé, avec quelle fiabilité, puisqu'il y a des mesures assez complexes autour des méta-analyses avec voilà, le risque d'hétérogénéité, etc. Tout ça autour des méta-analyses. Donc c'est une autre typologie d'études. Soit vous êtes sur données globales, hein, vous prenez le résultat dans chaque étude, et puis vous réalisez une étude qui s'appelle une méta-analyse sur données globales. C'est la majeure partie des méta-analyses qui sont faites. 90% des méta-analyses qui sont faites sont sur données globales. C'est-à-dire que je vais récupérer la mortalité dans chaque étude et je vais pooler l'ensemble de ces mortalités. D'accord ? C'est des données qui sont facilement accessibles puisque vous les retrouvez dans chaque étude. C'est facilement reproductible.
voilà, il y a forcément des biais de publication qui vont être assez énormes, et puis ça va vraiment être soumis à la qualité avec laquelle vous allez faire votre recension des écrits et à la qualité avec laquelle vous allez extraire vos données. Ça, c'est ce qui est fait la plupart du temps. Pour ceux qui sont vraiment très en forme, vous pouvez la faire sur données individuelles, mais c'est-à-dire que vous allez devoir récupérer l'ensemble des bases de données de chaque étude que vous sélectionnez. Si vous avez mis 32 études dans votre méta-analyse, il faut aller chercher les bases de données des 32 études et reprendre les bases de données et les mélanger tout ensemble. D'accord ? Donc, il faut s'assurer que dans chaque poids, la taille, qu'il y ait la même mesure de mortalité au même moment chez les mêmes patients, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile, c'est un peu plus rare à faire, et les analyses qui sont en lien avec ça, du coup, sont beaucoup plus fines et beaucoup plus élaborées, parce qu'on travaille sur l'ensemble des données des patients. On n'est pas juste en train de fusionner des effets globaux des études, on va vraiment réanalyser l'ensemble des données. Et puis, il y a une dernière typologie de méta-analyse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les méta-analyses, du coup, en réseau, qui sont de plus en plus à la mode et que vous allez de plus en plus voir dans la littérature. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être les méta-analyses en réseau? Parce qu'autant les données individuelles et globales, on voit bien ce que c'est, mais est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être une méta-analyse en réseau? Ouais. Vas-y. C'est pas celles qui sont faites de façon prospective, c'est-à-dire qu'ils mettent en lien les résultats des études, mais au fur et à mesure qu'ils les font? Non. Non, non. S'ils avaient fait ça pendant le Covid, où ouais. ils sortaient au fur et à mesure qu'ils arrivaient à... Mais en fait, ils reprennent les données de chaque étude. Ils le font de façon prospective, c'est-à-dire que les essais contrôlés randomisés sont en cours et ils captent en même temps les études. Donc, en fait, on est soit dans... Souvent, ça va être sur données individuelles quand ils font ça. En fait, ils captent les données individuelles, mais avec un laps de temps très court. Ils n'attendent pas que ce soit publié pour faire une revue de la littérature. En fait, ils ont identifié... Typiquement, c'est un laboratoire qui déploie 5 contrôlés randomisés sur 5 continents différents et qui capte les résultats des 5 en même temps. Si jamais il y en a 3 négatifs, 2 de positifs, eh ben la méta-analyse pourra peut-être dire que tout ça, c'est positif. Voilà, donc c'est pas tout à fait ça, les méta-analyses en réseau. Ça, ce serait plutôt un... c'est un peu comme s'ils constituent un registre de leur essai contrôlé randomisé et ils reversent tout dans un espèce de grand entrepôt de leur essai contrôlé randomisé pour ensuite réanalyser leurs données. C'est même plus filou que ça encore, la méta-analyse en réseau. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, le cas de figure le plus commun, c'est j'ai fait 5 essais qui ont dit non, 5 essais qui ont dit oui. Ben, on peut imaginer un autre cas de figure pour les méta-analyses en réseau. Vous avez 2 traitements qui sont mis sur le marché, il y a le traitement A et le traitement B. Okay. Le traitement A, il a été évalué dans 5 essais contrôlés randomisés contre placebo. D'accord. Et le traitement B, il a aussi été évalué dans 5 essais contrôlés randomisés contre placebo. D'accord. Donc A contre placebo marche hyper bien, B contre placebo marche hyper bien. Et là, on se pose la question, et si on mettait A contre B? D'accord? Est-ce que A fait mieux que B? Lequel je vais mettre sur le marché, etc. Ben, plutôt que de faire un essai contrôlé randomisé évaluant A versus B, ben, je peux faire ce qu'on appelle une méta-analyse en réseau, et je vais pouvoir, si les placebos étaient les mêmes, d'accord, et ben, je vais pouvoir du coup me demander mon traitement A versus mon placebo. J'ai fait des essais contrôlés randomisés, j'ai des résultats. Mon traitement B versus placebo, c'était le même placebo, le même comparateur. J'ai fait des essais contrôlés randomisés, j'ai les résultats. Et bien une méta-analyse en réseau, ça va en gros calculer de façon indirecte l'effet qu'aurait eu A versus B sans mettre les 2 molécules l'une en face de l'autre. Donc vous faites courir aucun risque aux patients, vous n'exposez pas des patients à un essai contrôlé randomisé supplémentaire, vous dites juste A contre placebo, je sais ce que ça fait, B contre placebo, je sais ce que ça fait, donc je vais estimer de façon indirecte l'effet de A versus B. Si j'ai suffisamment de données dans la littérature et suffisamment d'études, eh ben on a des méthodes statistiques qui nous permettent de faire de façon indirecte la comparaison entre A et B sans réexposer des patients au traitement A ou au traitement B. D'accord? C'est ça les méta-analyses en réseau. Donc je vous ai mis un peu d'infos, mais ça paraît hyper simple à faire, mais c'est assez compliqué, ça utilise des méthodes assez particulières pour venir estimer ces effets, puisqu'on est vraiment dans l'estimation de l'effet de A versus B. Donc l'intérêt des méta-analyses, c'est d'augmenter la puissance statistique des recherches sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Plutôt que d'avoir 10 essais contrôlés randomisés de 200 personnes, vous avez un essai contrôlé randomisé de 2000 personnes. Donc il est certes surdimensionné, mais du coup, vous avez de facto augmenté la puissance. Vous améliorez la précision de l'estimation. Plutôt que d'avoir 10 odds ratios différents dans 10 petits contrôlés randomisés, on va faire un odds ratio global sur une base de données de grande taille. En cas de résultats discordants, c'est ce qu'on disait, ce que tu as décrit comme des résultats discordants, je pense que c'était le mot que tu voulais utiliser. Du coup, on va pouvoir lever un doute en disant, il y en a 5 pour, il y en a 5 contre, moi je vais trancher. D'accord ?
Du coup, les résultats sont d'autant plus générabilisables, parce que si vous le faites sur 10 études de 10 pays différents, avec 10 tranches d'âge un peu hétérogènes, bah, du coup, vos résultats sont d'autant plus générabilisables sur des populations plus grandes. On va pouvoir expliquer la variabilité des résultats avec tous les tests d'hétérogénéité autour des méta-analyses. Et puis, bien évidemment, c'est la porte grande ouverte à des analyses en sous-groupe. Quand vous avez 2000 patients et que vous voulez faire du sous-groupe sur des tranches d'âge, sur des ethnies, sur des groupes sanguins, sur des mutations génétiques, etc., bah, allez-y, là, la porte est grande ouverte. Autant sur 200 personnes, ça n'avait peut-être pas de sens. Sur 2000, on a plutôt intérêt à venir exploiter et à venir essorer ces super grandes bases de données qu'on pourra faire. Dans tous les cas, pour tout ce qu'on s'est dit sur les mémoires, sur l'evidence-based practice, sur le fait de réaliser des méta-analyses ou des revues systématiques, dans tous les cas, à partir du moment où on a fait une revue de la littérature, où on a fait une recension des écrits, à partir du moment où on a cette pile d'articles dans les mains et qu'on a revu la littérature, bah, les articles, il va falloir les lire. Les articles, il va falloir évaluer le risque de biais, il va falloir identifier le niveau de preuve et il va falloir les gérer et les stocker. D'accord? Pourquoi? Bah parce que lire ces articles, eh ben, ça va me permettre d'identifier des points bien précis dans les études. Et pour ça, il y a une méthodologie pour lire les articles, d'accord? Ce qu'on appelle la lecture critique d'articles ou la lecture constructive d'articles, ce que j'ai appelé LCA. Et puis, on va revoir que l'utilisation de la méthode PICO, c'est une méthodologie tout à fait adaptée quand on va venir lire des articles pour venir les appréhender. L'intérêt d'évaluer le risque de biais, bah, de toute façon, c'est un attendu dans les revues systématiques. Vous devez passer par une évaluation du risque de biais. Et puis surtout que ça va vous permettre effectivement de faire le distinguo entre des niveaux de preuve qui seraient altérés. Je pense notamment aux essais contrôlés randomisés qui peuvent être à la fois en preuve scientifique, okay, en doute scientifique ou en pas du tout preuve scientifique, ne serait-ce qu'à cause de certains biais qui peuvent être présents dans l'étude. Donc ça va être très important de venir faire le lien entre les biais et les niveaux de preuve. Et puis on verra que dans l'évaluation du risque de biais, bah pareil, là il y a des outils, il y a des logiciels. Cochrane notamment vous met à disposition un logiciel qui va vous aider à évaluer le risque de biais de vos études. Je vous montrerai dans une revue systématique un exemple d'évaluation de risque de biais. Et puis, dans le cadre des niveaux de preuve, vous verrez qu'il y a des grilles de lecture des articles qui peuvent vous aider justement à venir identifier les potentiels biais, à identifier les potentielles faiblesses ou les forces de certaines études et à vous conforter ou non dans le fait qu'il s'agit d'un grade A, B ou C ou d'une vraie preuve scientifique établie. On va avoir besoin, dans un premier temps, de ces grilles de lecture qui vont nous guider ou en tout cas qui vont un peu nous épauler dans les premières lectures des articles. Après, c'est des réflexes que vous aurez très rapidement, mais au départ, ça peut être très intéressant de venir gérer les premières lectures d'articles avec ces grilles. Et puis, on verra que ça peut être également très intéressant de venir gérer, stocker, hiérarchiser et citer ces articles, puisque le but, c'est pas juste de les avoir trouvés et de les lire, c'est ensuite de les utiliser à bon escient, de les utiliser dans le texte de l'article que vous êtes en train d'écrire, de les utiliser dans la revue de la littérature, de les utiliser dans votre mémoire. Et pour ça, il va falloir les stocker, les gérer, et ensuite utiliser des logiciels comme Zotero, qui vont vous permettre effectivement de venir indexer de façon parfaitement adaptée les références que vous aurez trouvées dans les écrits que vous êtes en train de produire, soit dans un protocole de soins, soit dans votre mémoire, soit dans l'article que vous êtes en train d'écrire. D'accord ? Donc on va essayer de rebalayer un petit peu tout ça. Avant qu'on attaque ce gros morceau, là, cette grosse partie, est-ce que vous avez déjà des questions sur revue systématique, méta-analyse, ou des petites questions sur ce qui va arriver là ? C'est clair, archi clair, méta-analyse, revue systématique, limpide, formidable. C'était peut-être déjà clair avant, mais en tout cas, je suis content que ce soit clair déjà maintenant. Du coup, je vous ai dit qu'on va devoir utiliser effectivement une méthodologie de lecture. Donc, juste pour rappel, la méthodologie, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important en recherche. Si on prend les définitions de la méthodologie qui vous sont proposées, il y en a 2 qui sont très intéressantes. Là, j'ai pris le Larousse, il vous propose 4 ou 5 définitions différentes, mais il y en a 2 qui sont assez intéressantes. La deuxième, c'est un ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, d'étapes qui constituent un moyen de parvenir à un résultat. Ça, c'est ce qu'on va définir comme la méthode en termes de recherche. D'accord ? C'est la méthode scientifique. Donc ça nous intéresse pour mener des études. Mais il y a une autre définition de la méthode qui est assez intéressante. C'est un ensemble de règles qui permettent l'apprentissage d'une technique, d'une science, ouvrage qui les contient et les applique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de lecture. Et ça va grandement nous intéresser. Mais ce n'est pas une grande nouveauté, puisque déjà Descartes, dans le discours de la méthode, donc, qui date un peu, qui date voilà, à peu près 1600, le discours de la méthode, nous disait, globalement, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, il y a 4 grandes règles à respecter.
D'accord? Et je repense à ce qu'on disait ce matin, notamment sur les trash et les fake news. Ne recevoir aucune chose pour vraie tant que son esprit n'aura pas clairement et distinctement assimilé préalablement. Diviser chacune des difficultés afin de mieux les examiner et de les résoudre. Vous avez vu toutes les étapes que je vous ai données pour la revue systématique. On ne fait pas une revue systématique en se lançant comme ça n'importe comment et en ayant toutes les étapes d'un seul coup. On va diviser toutes les étapes. La réalisation de l'extraction des données, la constitution du fichier, la déclaration sur Prospero, la rédaction du protocole, etc., etc. Tout est à chaque fois divisé pour qu'on n'oublie aucune étape dans ces revues systématiques. Établir un ordre de pensée en commençant par les objets les plus simples jusqu'aux plus complexes et divers, et ainsi ne retenir que tous en ordre, et passer toutes les choses en revue afin de ne rien omettre. Et là déjà on nous dit, on nous alerte sur l'importance d'être exhaustif et d'être le plus systématique possible lorsque on veut trouver la vérité dans les sciences. Je vous ai mis le reste du discours de la méthode si ça vous intéresse. Ça c'est la définition de la méthode, et la définition de la méthodologie, c'est l'étude des méthodes scientifiques, des techniques, de l'épistémologie, et c'est une façon de procéder, c'est la méthode. D'accord ? Donc le choix de la méthode, quand on vient lire des articles, une des premières choses qu'il va falloir identifier, c'est le choix de la méthode qui a été utilisée dans une étude. Vous n'allez pas lire de la même manière un essai contrôlé randomisé, vous n'allez pas lire de la même manière une étude de cohorte, vous n'allez pas lire de la même façon une revue systématique ou une méta-analyse. Vous allez les appréhender de façon complètement différente. Dans un essai contrôlé randomisé, vous allez expertiser la façon dont la randomisation a été faite. Dans une cohorte, ça ne nous intéresse pas vraiment. La plupart du temps, les cohortes ne seront pas randomisées. D'accord ? Donc, il va falloir adapter votre méthode, il va falloir adapter votre lecture critique des articles en fonction du type d'étude que vous êtes en train d'expertiser. D'accord ? Donc, il y a une méthode pour recenser les écrits, il y a une méthode pour planifier et conduire les recherches, et il y a une méthode pour les lire. Donc celle qui nous intéresse, effectivement, c'est la méthode pour recenser les écrits, voilà, qui est censée être un acquis, puisque maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est lire ces publications de façon constructive pour pouvoir en extraire, effectivement, une information pertinente. D'accord ? Et une des premières choses qu'il va falloir se poser comme question, c'est à quel type d'étude est-ce que j'ai affaire, et quel type d'étude est-ce que je suis en train de lire. Donc, du coup, une des premières questions que vous pouvez vous poser, c'est d'utiliser la méthodologie PICO. Alors souvent, ça se limite au O de PICO. Moi, j'aime bien aller jusqu'au S, donc je ne sais pas s'il faut prononcer PICOS ou PICO, mais voilà, on utilise de plus en plus la méthode PICO avec un S. Donc la méthode PICO, c'est très simple. C'est quand vous voulez vous poser une question, quand vous voulez vous poser une question de recherche, vous pouvez utiliser cette méthode, P pour la population, I pour l'intervention, C pour le comparateur, O pour l'outcome, et S pour le study plan, qui est le type d'étude qui a été utilisé. D'accord ? Donc quand vous utilisez la méthode PICO, vous pouvez soit l'utiliser pour vous poser une question de recherche, vous pouvez aussi l'utiliser pour savoir effectivement, de façon très synthétique, qu'est-ce qui est raconté dans cette étude. Vous prenez une étude, vous dites P pour patient, quel type de patient est inclus dans l'étude ? Tel âge, telle pathologie, tel machin, tel truc. Quelle intervention est évaluée ? Bah, effectivement, on fait mon nouveau traitement A versus traitement habituel. Ok, comparateur, bah, là il y a ma nouvelle chimio A. Le comparateur, c'est le traitement habituel. Qu'est-ce qui est évalué l'outcome ? Par exemple, mortalité à 1 an. Et quel type d'étude est utilisé ? Un essai contrôlé randomisé. Là, déjà, vous avez commencé à classer vos études, vous avez commencé à les hiérarchiser. Vous savez que vous avez des typologies de patients différentes, vous savez que vous avez des plans d'études différents, et vous allez pouvoir, comme ça, commencer à classer vos études. L'autre façon de venir classer vos études, on le reverra tout à l'heure, c'est effectivement d'utiliser la grande grille que je vous ai présentée tout à l'heure, une espèce de grand organigramme, là où il y a chaque plan méthodologique qui peut être utilisé. Okay ? Donc une fois que vous avez commencé à identifier ça, on va passer à l'étape de la lecture critique d'articles, d'accord, la fameuse LCA, qui est censée être quelque chose que vous devez maîtriser à partir du moment où vous avez fait votre biblio, vous avez commencé à identifier les articles que vous allez garder, d'accord. Et là, la méthode PICO, elle est très pratique pour savoir si vous gardez ou pas un article. Hein. Si vous faites une revue systématique sur les patients de 14-18 ans admis aux urgences pour un asthme sévère traité par corticoïdes inhalés au long cours, si vous avez déjà une première étude qui s'intéresse aux plus de 60 ans, celle-là, elle sort. Elle ne reste pas. Donc, vous ne passez même pas à l'étape de la lecture de l'article. Il va sortir au moment de la sélection. Tous les articles qui ont été gardés pour aller jusqu'à la lecture critique d'articles, eux, il va falloir les aborder d'une certaine manière. Et on va se dire quelques mots sur la lecture critique d'articles. Qui a déjà eu des cours de LCA ? Ok, super. Donc, on a des experts. Vous allez avoir plein de réponses à m'apporter. Alors, à votre avis, du coup, pour ceux qui ont eu les cours ou les autres, ça vaut le coup la LCA ou c'est un truc, c'est surcoté, tout le monde en parle, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Ou est-ce que c'est utile de faire de la LCA ? Parce que si c'est publié, finalement, c'est que ça tient la route.
Qu'est-ce qu'on va aller faire à relire des trucs et réexpertiser des trucs que des gens ont déjà acceptés? Si c'est publié, c'est que c'est bon. Oui, mais peut-être que l'idée, c'est de voir si aujourd'hui c'est toujours pertinent. Il y a toujours une Ouais. solution Ok. possible. Même s'il n'y a pas déjà des biais de base dans Il l'aurait accepté quand même? peut-être un papier plus. S'il y avait des biais, l'idée là, c'est ouais, il y a peut-être des biais, donc Si on paye, Oui. ouais, voilà. Il y a quand même des reviewers, quoi. Ils font le job normalement. Et le papier, il a été relu, challengé, etc. Donc, à mon avis, Le papier, il est peut-être trop vieux. ouais, c'est ce qu'on disait, mais dans ces cas-là, vous avez qu'à bien border votre revue de la littérature. Faut pas aller non plus dans les années 90. On peut faire une revue de la littérature sur 10 ans. Ça, c'est vous qui avez dû régler le curseur pour les papiers que vous avez sélectionnés. Après, il y a l'année où elle est publiée et l'année où elle a été faite. Oui. Petit gap. Ça, si vous ne lisez pas l'étude, elle peut être publiée dans un journal en 2022. Et en fait, elle a été réalisée en 2010 parce que ça fait 12 ans qu'on galère à la publier. Oui. Donc ça peut être intéressant de lire. Ouais, ok. C'est un indicateur, ça aussi, non? Si on a galéré pendant 12 ans à faire publier. Non? Ce matin, 2016, publié en 2022. D'accord. Alors, ça a un intérêt la LCA ou pas? Vous ne nous en parlerez pas, autrement, s'il y a pas de- Ah, ça se trouve, il n'y a plus de diapo après. Hein. Ça se trouve, c'est réglé. Hein. Moi, je vais peut-être dire non et puis ça va être réglé. Bon, c'est pas pour ça qu'on finira avant. Hein. Même si vous dites oui, il y a un intérêt, Mais forcément, il y a un intérêt. Parce que c'est toujours c'est enseigné. c'est enseigné. Déjà, Bah voilà. on nous Même ferait si pas la faire des formation cours qui se servent fait à rien. Bah non, voilà. C'est pas le genre du. Non, c'est pas le genre de la fac, quand même. Bon, qui croit en la LCA? Donc vous croyez, mais sans preuve. C'est bien, c'est la thématique. Parfait. Mais évidemment qu'il faut lire et lire de façon critique les articles qui sont publiés, et c'est tout l'intérêt justement de ces revues systématiques et des méta-analyses. Si on va sur PubMed et qu'on prend une revue de la littérature qui est un petit peu ancienne, hein, elle est un petit peu datée, vous voyez, elle est sur les années 2000-2010, mais déjà sur cette période-là, il y a une équipe qui allait regarder les motifs de retrait des articles de PubMed. Quoi? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Des articles sont retirés de PubMed? Eh bien oui. Il y a à peu près, voilà, on va dire à peu près 80 articles par an qui étaient retirés au début des années 2000. Et ce nombre de papiers retirés a monté, puisqu'il a été multiplié par 10 en 10 ans. C'est vraiment une exponentielle. Tout ce qui est indexé sur PubMed ne tient pas forcément la route. Il y a des papiers qui sont retirés peu de temps après. Donc ils ont été expertisés, reviewés, acceptés par les comités éditoriaux, publiés et finalement retrait. Et on vous dit déjà, il y a deux grands types de retraits. Il y a ceux qui sont retirés parce qu'il y a des erreurs dedans. Truc à peu près honnête, pas grave, vous êtes trompé, on va quand même retirer le papier. Il y a un autre truc qui est un peu plus embêtant, il y a des papiers qui sont retirés parce que ça fraude. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des papiers qui seraient passés, qui auraient été acceptés, qui sont publiés, et finalement on se rend compte qu'il y a de la fraude dedans. Mais comment D'accord. c'est possible? Ah. Parce que vous êtes un esprit pur, honnête, et du coup vous imaginez J'ai même jamais pas... fait de recherche, donc c'est pour ça que je suis novice. Ça doit être pour ça. Bah oui. Eh bien, allons regarder, du coup, qu'est-ce qui motive le fait qu'on puisse retirer des papiers. Donc, il y a une autre équipe, du coup, sur une revue plus intéressante, mais sur une quinzaine d'années, qui allait regarder, bah, OK, il y a des papiers retirés, maintenant, on va aller les chercher, et on va regarder pourquoi ce papier est retiré. D'accord? Et vous savez que c'est très facile à trouver sur PubMed les papiers qui sont retirés. S'ils sont retirés, comment Parce que PubMed est une des seules bases de données qui garde les papiers retirés sur PubMed en disant, bah, je le laisse sur la base, par contre, je vous mets un gros truc rouge en disant, attention, il est retiré. D'accord? C'est sympa de la part de PubMed. D'ailleurs, PubMed vous dit, je vous ai fait le distinguo entre deux types de papiers. Il y a ceux qui sont retirés et ceux qui vont pas tarder à être retirés. Il y a ceux pour qui un des auteurs a demandé à ce que son nom soit retiré et ceux qui ont carrément été virés de la base de données. D'accord? Donc si on vient sur PubMed, d'accord, et que vous tapez ici un mot-clé lambda, on peut taper tiens, hypertension. En français ou en anglais, ça va faire la même chose. D'accord? Vous avez 605 000 papiers. OK? Ben, vous vous rappelez ici sur la partie gauche de PubMed, vous avez ce qu'on appelle les petits filtres. OK? Et si je viens ici dans les article types et que je descends, j'ai deux trucs qui s'appellent les retracted publication et retraction of publication. Et là, on se dit, oula, ça sent déjà pas très bon. Hop, et si je vais regarder ici, j'ai effectivement les retracted publications, c'est les publications qui ont été retirées de PubMed, c'est-à-dire elles ont été publiées, acceptées, indexées, finalement, on va la retirer. Et retraction of publication, c'est une publication dans laquelle au moins un des auteurs a demandé à ce que son nom soit retiré. Ça, c'est le truc qui dope quand même.
D'accord? Je vais regarder les retracted. D'accord? Et vous voyez qu'ici, j'ai déjà 194 publics qui sont retirés. Avec des journaux qui sont parfois des gros journaux. Vous voyez qu'on n'a pas que du petit journal. Voilà, il y a des choses assez récentes. Voilà, on peut comme ça feuilleter un petit peu tous les articles qui sont publiés. Et vous verrez effectivement qu'il y a des choses qui sont retirées. Voilà, vous avez du stroke, vous avez des impact factors assez élevés qui sont retirés. Et ça veut dire que c'est des papiers qui ont été indexés. Et vous voyez comment le nombre de retraits augmente? Bon, attention, c'est une échelle de 10. Là, c'est 16 papiers, 12, 13, etc. Mais vous voyez comment il augmente en quelques années le nombre de retraits sur PubMed. Ça veut dire que tous les ans, rien que sur l'hypertension, il y a déjà une vingtaine de papiers qui dégagent, tous les ans. Alors qu'ils avaient été acceptés. OK? Qu'est-ce qui peut motiver ça, à votre avis? Allons regarder ce qui motive un retrait. Donc, gardez bien en tête, il y a deux grands motifs. L'erreur et la fraude. L'erreur, c'est pas intentionnel, pas fait exprès, oups, voilà. Et la fraude, par contre, j'ai essayé de tricher. Et j'ai essayé de faire publier mon papier, et finalement, quelqu'un s'est rendu compte de la supercherie juste ensuite. Alors, à votre avis, côté fraude ou côté erreur, qu'est-ce qui peut motiver un retrait? Le retrait peut être prononcé par l'éditeur ou par l'auteur. Mais celui qui aura le dernier mot, c'est l'éditeur. Même si l'auteur ne veut pas qu'on retire son papier, si l'éditeur décide que le papier doit être retiré, il le fera. La plupart du temps, il va proposer à l'auteur de faire amende honorable, de faire un courrier en disant « Je préfère que mon papier soit retiré parce que quand même j'ai discuté avec l'éditeur, j'ai fait une erreur. » Si l'auteur ne le fait pas, l'éditeur prendra la décision de le faire et là, c'est moins chouette. Des résultats qui sont frauduleux. Alors, comment est-ce qu'on peut frauder des résultats? Par l'analyse statistique, ou bien par des problématiques de surévaluation de petit p, Implémenter des données qui manquent, si on a trop de données manquantes. Alors, les statistiques ne mentent pas. Déjà. Des fois, tu surévalues ton petit p, ça dépend comment tu... Petit p, il est binaire. C'est 0,5 ou pas 0,5. Le petit p, soit 0 et celui-là uniforme, c'est on est inférieur ou on n'est pas. Donc le petit p, on ne peut pas le faire mentir. Non, mais tu mens avant pour pouvoir apporter ton petit p... Comment on pourrait mentir avant? Tu vas rajouter soit des patients Ouais. ou des choses comme ça. C'est ça? Donc on pourrait déjà se dire, je vais modifier mes résultats. En tout cas, je vais mettre les mains dans ma base de données, je vais frauder en modifiant les résultats. En modifiant les données pour avoir une influence sur les résultats. OK? Ça, fraude ou erreur? Fraude, rassurez-moi. Ouais. Ça, en erreur, ça passe pas. OK? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Publie aussi qui sont un peu... des résultats qui sont saucissonnés. Et donc, Ouais. forcément, on retrouve les mêmes choses et que là, c'est abusif. On utilise nos données abusivement. Alors, il y a le syndrome Salami, effectivement, on prend une grosse étude, on fait plein de tranches dedans, on essaie de la publier dans plein de revues, et ça va même un petit peu plus loin, où ça tente le plagiat. Mais pas le plagiat, je prends les résultats de quelqu'un d'autre et j'essaie de les publier, c'est l'autoplagiat. Ça va même jusque-là. Et surtout dans des pays comme la France, où on est tous à la course au SIGAPS et au point, si vous faites 2 fois un papier dans un rang A avec les mêmes résultats, bingo. D'accord? Donc ça, effectivement, c'est de la fraude. D'accord? L'autoplagiat, c'est de la fraude, et le plagiat, c'est de la fraude. Mais il y a très peu de plagiat, hétéroplagiat, on va dire, qui passe, parce que la première chose qu'on fait quand on a un papier à reviewer, moi je le colle dans un logiciel de plagiat, et le logiciel, il allume les différents morceaux du papier, il vous dit, là c'est en vert, là c'est en orange, 15% de plagiat par rapport à tel livre, etc. Puis d'un coup, dans les résultats, vous avez le truc qui s'allume en rouge, qui vous fait, ça c'est 80% de telle autre étude, et la discussion, c'est l'introduction de l'abrégé de Masson. Ah ouais? Ok? Donc du coup, là, stop, on arrête le reviewing. Moi, j'écris à l'éditeur en disant, il y a 80% de plagiat dans les résultats, CF, l'étude publiée 6 mois avant. Stop, on arrête là. Et pour le coup, l'autre étude va être retirée aussi. Là, c'est la peine. Ok? Donc, plagiat, autoplagiat, etc. Falsification des données, on a dit juste avant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre pour justifier un retrait? L'autoplagiat, tu as par exemple fait une étude, tu as publié tes résultats dans un journal, et tu vas essayer de republier les mêmes résultats dans une autre revue. Des fois, on tourne Normalement, tu n'as pas le droit de publier. on peut pas... C'est ça qui fait. D'accord. On n'a plus le droit. Une fois que l'étude a été publiée, d'ailleurs, l'article n'est même plus à toi. L'article, maintenant, appartient à l'éditeur. Donc, tu n'as pas le droit de republier les données. C'est pour ça qu'on n'envoie jamais un article à 2 ou 3 journaux simultanément en se disant « je vais attendre, voir lequel va me prendre ». S'il y en a 2 qui l'acceptent et qui le publient, là, c'est gagné. Les 2 vont être retirés. D'accord? Donc, on fait toujours un journal, il me refuse, j'envoie un autre, il me refuse, j'envoie un autre, il me refuse, j'envoie un autre, jusqu'à qu'il y en ait un qui accepte. Mais on fait toujours, la plupart du temps, en descendant au niveau impact factor. Mais on n'envoie jamais à plusieurs journaux simultanément.
de critères de jugement, par exemple, le critère de jugement principal, finalement, on se rend compte que l'étude est négative, Ouais. ça c'est difficile à publier, mais j'ai un critère de jugement secondaire qui sort, du coup, ça s'est vu, ça, on va dire, ah bah non, finalement c'était ça mon critère de jugement. Ok. Comment on pourrait le vérifier, ça? Comment on fait pour aller s'en rendre compte de ça? Ouais, clairement, hein, quand on compare ce qui a été déclaré sur clinicaltrial.gov et quand on compare ce qui est publié, oups, alors si les auteurs sont malins, ils sont allés changer le critère sur clinicaltrial.gov. Ouais. Mais sur clinicaltrial.gov, en haut à droite de l'écran, vous avez un petit onglet qui vous fait historique des changements. Vous cliquez sur historique des changements et vous regardez tout ce qui a été changé dans le protocole. Si vous voyez qu'au départ, le critère du jugement, c'est la mortalité à 6 mois et que votre étude vous fait de la rechute à 2 ans, pas pareil. Ça veut dire qu'il y a eu un changement de critère de jugement principal en cours d'étude. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. D'accord? Ok, donc ça peut motiver un retrait. Normalement, il ne devrait même pas être accepté, mais ça pourrait motiver un retrait. Ok? Une erreur ou une fraude là, dans le cas que le figure qui a été cité. Ah, c'est volontaire le changement de critère de jugement. Donc, soit il a été déclaré, et soit c'est marqué dans l'étude en disant nous avons changé de critère en cours de route, nous utilisons un critère secondaire, les conclusions sont adaptées et les lecteurs sont prévenus. Moi, ça me va. Oui, si c'est transparent. Mais par contre, si on a essayé de frauder en changeant un critère de jugement principal en cours d'étude, attention, fraude. Alors, on va se dire qu'il y a, vous avez ici donc le graphique là, qui est en haut de l'écran, l'axe horizontal c'est le temps, l'axe vertical gauche, du coup, vous avez le nombre de publications indexées PubMed, donc ce sera la ligne bleue. Vous voyez que tous les ans, il y a de plus en plus de papiers indexés PubMed. Et puis la ligne rouge, avec l'axe vertical droit, c'est le nombre de retraits. D'accord? Donc vous voyez que ce nombre de retraits, hop, il augmente comme ça, et puis tout d'un coup, il s'envole. On va voir pourquoi. Et vous voyez que ça augmente tranquillement et qu'on a du boulot. Sur le tableau qui est juste en dessous de ce graphique, vous avez 2 colonnes. Vous avez les motifs de retrait qui sont juste ici. D'accord? Et puis vous avez ceux pour erreur, on va dire que c'est à peu près honnête, et ceux pour fraude, ce qu'on appelle du misconduct en termes de publication. Donc ça veut dire c'est de la fraude, il y a une mauvaise conduite de l'essai ou de la publication. Okay? Donc ce qu'on retrouve la plupart du temps en type d'erreur, c'est publish in error, c'est-à-dire les biais. Biais méthodo, biais stat, c'est les grands gagnants. Vous avez utilisé le mauvais test statistique pour tester vos variables, vous avez un biais majeur que vous n'avez pas identifié, vous avez un biais de sélection dans votre étude, etc. Ça, c'est du publish in error. Voilà, c'est du biais méthodo, biais stat. Et puis, ce qu'on retrouve également, c'est du unreliable data. Dans les unreliable data, ce qu'on va retrouver la plupart du temps, c'est le spin effect. C'est-à-dire, c'est une étude pour lequel le critère de jugement principal est négatif. Vous avez un critère de jugement secondaire qui est positif, mais vous en faites un pataquès pas possible, vous faites une discussion dithyrambique sur le truc, vous en faites beaucoup trop dans votre discussion, vous survendez votre papier, ça c'est ce qu'on appelle du spin effect. L'étude elle est négative, mais vous essayez de nous dire que ça va changer le sens de rotation de la Terre, ça peut motiver un retrait et c'est considéré comme de l'erreur. Il y a même des journaux maintenant qui vous demandent de réduire au maximum la discussion pour garder le plus d'objectivité possible. D'accord? Donc attention au spin effect. En termes de misconduct, en termes de fraude, on va trouver 3 grands gagnants. On va trouver le plagiat, et souvent c'est de l'autoplagiat. D'accord? On va trouver ce que tu as dit tout à l'heure, Marina, c'est la falsification des données. Alors ça va de la falsification à la fabrication des données. Il y en a tous les ans qui se font attraper. En fait, il n'y a pas de patient dans l'étude. C'est un fichier Excel rempli à la main, monté de toutes pièces. Il n'y a pas de dossier patient. D'accord? Et puis, il y a un autre truc un petit peu à la mode qui s'appelle la fraude au reviewing et qui explique l'espèce d'envolée là dans les années 2014-2015. Alors, comment est-ce qu'on a pu frauder le reviewing? On fait reviewer par des gens. Par les gens. Ça s'en approche, mais tu fais pas partie des esprits naïfs, d'accord? Très bien. Excusez-moi, dites-moi, enfin, je ne comprends pas le mot reviewing. Reviewing, c'est quand vous soumettez un papier à un journal, donc vous allez envoyer votre article, et puis l'éditeur vous dit « Ok, je suis peut-être intéressé, mais je vais l'envoyer à des experts qui vont le relire, qui vont me dire si ça vaut le coup de publier ou pas dans notre journal, et qui vont challenger un petit peu votre papier pour savoir si on l'accepte ou pas. » C'est ça le reviewing. Et il y en a qui ont réussi à frauder ça. En gros, quand vous soumettez le papier, donc l'éditeur va solliciter des reviewers. Comment les reviewers sont choisis? La plupart du temps, quand vous soumettez un papier, l'éditeur va vous demander 2 reviewers que vous ne voulez pas. Voilà, typiquement, vos collègues de l'équipe d'en face qui travaillent sur le même sujet, mais avec qui vous n'êtes pas d'accord depuis 10 ans, vous allez éviter de les mettre en reviewer, c'est sûr, ils vont défoncer votre papier. Et puis, vous allez proposer 2 reviewers que vous trouvez pertinents pour relire votre papier. D'accord? Et c'est là où ça va au-delà de balancer le nom des copains.
c'est de reviewer soi-même son papier en se créant un faux profil sur LinkedIn, sur ResearchGate, avec une fausse adresse mail, et en disant à l'éditeur du journal, moi je pense que telle personne est vraiment un expert, regardez son profil LinkedIn et ResearchGate, l'éditeur il jette un œil, il fait « Ah ouais, formidable, il publie sur le sujet et tout ». En fait, il n'y a rien derrière, vous recevez votre propre papier à reviewer, que vous encensez bien évidemment, et le papier passe. Elle ne contrôle pas Elle contrôle pas. Il faut être audacieux quand même. Enfin, Et donc du coup, il y a quelques équipes qui se sont comme ça amusées à jouer à ça, qui se sont envoyés leur propre papier à reviewer en disant qu'ils travaillaient dans d'autres équipes ou des trucs complètement fictifs, des faux profils qui n'existaient pas. Et ils se sont amusés à reviewer comme ça leur propre papier. On a vu leur taux de papier accepté s'envoler. Et il y a un article du New England là-dessus, je crois qu'il est de 2019, où ils ont fait effectivement un constat sur cette fraude et ils se sont rendus compte que ça représentait des dizaines et des dizaines d'articles d'équipes qui se sont fait choper en train de faire de la fraude au reviewing. Soit il y avait plusieurs membres de l'équipe qui s'étaient créés des faux profils et en gros ils s'auto-reviewaient leur papier. Et il y a plein de reviewers plein d'éditeurs qui sont tombés dans le panneau et qui du coup se retrouvaient avec des reviewings qui encensaient les papiers, etc. Et comme ils proposaient eux-mêmes leurs papiers à reviewer, ils les acceptaient bien évidemment. Donc ça a expliqué l'espèce de grosse envolée là, et ça a expliqué le mode de retrait, mais ça représentait, je crois que dans l'étude du New England, ils s'étaient intéressés à 2-3 grosses équipes de recherche, on était à plus de 180 papiers retirés pour de la fraude au reviewing. Et c'était pas dans les petits journaux. Comment on s'en rend compte de ça? Il y a une taupe? Ouais, clairement, c'est typiquement ça, hein. Il y a un mec qui s'est fait virer d'un labo et qui a balancé. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, comment on s'en rend Voilà. compte? Il y a un mec qui a dû dire non mais moi j'arrête ce truc-là, c'est pas honnête et tout. Ah ouais? Et puis bah vas-y, tu te fais virer. Et puis bah, le mec il a fait chers éditeurs. Voilà. C'est comme ça. Hein. C'est comme pour ceux qui se font toper et qui inventent les données. Il n'y a pas 36 manières de se faire toper quand on invente les données. Hein. Vous vous faites balancer ou vous êtes audité dans le cadre d'un PHRC, vous êtes audité, on vous dit bonjour. On va venir vérifier les dossiers sources des patients que vous conservez 35 ans dans une pièce ignifugée fermée à clé. Ah ouais, c'est con, j'ai perdu la clé. Ouais, bah on va attendre. Puis finalement, il n'y a pas de dossier dans la pièce. Donc là, c'est clairement c'est un concurrent qui vous a balancé. Voilà. Il y a aussi de plus en plus qui se lancent justement dans la vérification des données. Alors, quand vous soumettez un papier à un éditeur sur la falsification des données, la fabrication, on peut l'identifier. La falsification, c'est très simple à identifier. Quand vous soumettez un papier à un éditeur, l'éditeur vous demande de cocher une case, vous vous engagez à soumettre ce qu'on appelle les raw data de votre étude, c'est-à-dire la base de données brute. D'accord ? Si un des reviewers a un doute, si un des méchants biostatisticiens reviewers qui a un doute, il va demander à l'éditeur d'avoir votre base de données brute et il va réanalyser les données. Et il y a des méthodes d'analyse statistique qui nous permettent de savoir si les données ont été manipulées ou non. On peut retirer aussi, par exemple, s'il y a une dizaine de patients, en fait, qui là, on voit qu'ils vont nous fausser votre truc, alors qu'on a une idée, on voulait dire oui, et qu'eux, on sait qu'ils vont nous plomber le truc, bah, on peut les retirer de la base. Bel esprit. Il faut noter les certaines. Le deuxième plus grand hôpital, et voilà. On se voit la semaine prochaine dans mon bureau. Ouais. Et ça c'est beaucoup plus difficile à appréhender, effectivement, les retraits de patients qui sortent un peu du lot, mais les manipulations de données ou les données saisies à la main, ça, on peut assez facilement les repérer en réexpertisant la base. C'est assez simple. Après, les patients qui sont retirés, soit on trouve des trous dans le calendrier, soit on trouve des incohérences sur les dates d'entrée et de sortie, etc. Il faut aussi faire gaffe. C'est pas si compliqué d'aller d'aller voir s'il y a des lignes qui ont été retirées d'un fichier. C'est pas très compliqué à faire. D'un point de vue occurrence ou distribution de certaines variables, c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, faites attention à la lecture critique d'articles, elle a un réel intérêt puisque il va falloir de toute façon venir réexpertiser, donc il faut lire et analyser les publications, d'une part pour vos propres cultures, parce que quand on fait une revue de la littérature ou quand on fait une méta-analyse, on ne peut pas se baser que sur un article qu'on a lu ou sur un article qu'on est en train de lire sans tenir compte du reste de la biblio qui est autour. Si ça fait 40 ans qu'il y a des études négatives sur le sujet, et là vous êtes en train de lire une étude positive sur le sujet, mais qu'elle est bien menée, méthodologiquement stable, il n'y a pas de biais, etc., ben là pour le coup ça peut effectivement être intéressant de se poser la question pourquoi une seule étude positive en 40 ans. D'accord ? Venir lire de façon critique des études, ça ne veut pas dire qu'il faut tout critiquer, ça ne veut pas dire qu'il faut tout déconstruire. Voilà, quand on fait de la LCA, il y a aussi des études qui sont parfaitement bien menées, qui ont des points forts, mais aussi des points faibles, mais ça peut être intéressant aussi de souligner les points forts. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer de garder cette vision en tête que ce n'est pas parce qu'une étude est publiée, indexée, etc., qu'elle est forcément irréprochable et qu'on va pouvoir effectivement tout accepter. Il faut vraiment garder cet aspect critique et quand on vient faire de la lecture critique d'articles,
on garde en tête qu'il y a 2 prismes pour évaluer les articles. Il y a la validité interne des études, validité sur laquelle on a souvent tendance à se focaliser. On est souvent rivé sur fiabilité des résultats, est-ce que c'est la bonne méthode statistique, est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce que c'est les bons outils méthodologiques qui ont été utilisés, etc. C'est certes une chose, mais il y a aussi la validité externe de l'étude, et qui est un autre prisme pour venir appréhender ces études avec est-ce que cette étude elle répond à une question clinique pertinente? Est-ce que mes résultats sont généralisables et applicables? Et surtout, est-ce qu'il y a une évaluation de la balance bénéfice-risque qui doit être toujours à l'avantage du patient? D'accord? Donc, quand on vient lire de façon critique des études, il faut le faire selon 2 prismes, validité interne, validité externe des études. D'accord? C'est vraiment important d'avoir ces deux aspects-là. D'accord? Donc sur les différents types d'études, je vous ai dit, voilà, il y a tout ce panel de grandes études, donc il va falloir effectivement très rapidement savoir sur quel type d'études vous êtes en train de travailler quand vous avez fait votre bibliographie, vous avez 50 papiers identifiés comme pertinents, vous voulez faire une revue systématique, ou vous voulez faire une synthèse de ça dans votre mémoire, rapidement il va falloir venir lire les papiers, il faudra très vite identifier, est-ce que vous êtes en train de lire une étude de cohorte, est-ce que vous êtes en train de lire un contrôlé randomisé, est-ce que vous devez expertiser une méta-analyse sur données individuelles? Vous n'allez pas les lire de la même façon, vous n'allez pas les appréhender de la même façon quand vous allez venir les lire. Il y a un outil qui peut être extrêmement intéressant et qui va vous aider à venir lire ces études pour ne rien oublier. Vous allez avoir un espèce de contrôle technique du papier. D'accord? Vous avez des checklists qui sont disponibles. Et dans ces checklists, on va par exemple avoir des checklists qui sont très connues. Vous avez une checklist pour les essais contrôlés randomisés qui s'appelle CONSORT. D'accord? Si vous prenez le CONSORT, c'est un statement qui vous indique la meilleure façon d'écrire et de publier un essai contrôlé randomisé. D'accord? Donc si vous voulez publier un essai contrôlé randomisé, il faut respecter les règles du consort statement. Okay? Et le consort statement vous dit, si vous voulez publier un essai contrôlé randomisé, voilà tous les critères que vous devez cocher pour publier votre essai contrôlé randomisé. Très bien, on peut s'en servir donc pour écrire le papier, mais surtout ce qui va être très sympa, c'est si vous avez un essai contrôlé randomisé à lire, vous prenez la checklist. Il y a une checklist pour les essais contrôlés randomisés. Hop, je la prends, elle est juste là. Et là, on me dit, si vous voulez lire un essai contrôlé randomisé, n'oubliez pas, il y a 25 points de vérif à avoir sur cet essai contrôlé randomisé. Page 1, est-ce qu'il est bien identifié comme un essai contrôlé randomisé? Page 2, est-ce que l'abstract est bien structuré en intro, matériel, méthode, résultat? Ensuite, est-ce que, hop, on va prendre un exemple ici, est-ce qu'on a bien fait un calcul du nombre de sujets nécessaires? Alors moi, le calcul du nombre de sujets nécessaires, j'ai jamais rien compris à cette histoire. Très bien, vous revenez ici sur le CONSORT, hop, et vous allez regarder, c'est quoi? L'item 7A, calcul du nombre de sujets nécessaires. Et là, on vous dit, voilà pourquoi il faut faire un calcul du nombre de sujets nécessaires. Ok, parfait, avec plein de références biblio. Et là, on vous dit, voilà un exemple. Si vous n'avez pas cette phrase-là dans le calcul du nombre de sujets nécessaires, c'est que vous n'avez pas toutes les infos dans votre étude et que visiblement, vous ne pourrez pas calculer votre nombre de sujets nécessaires. Donc, cette phrase-là doit être présente. Ok, très bien, vous reprenez votre essai contrôlé randomisé, vous regardez, non, la phrase, elle n'y est pas. Oups, il y a peut-être un petit souci, il faut que j'aille lire peut-être un peu plus précisément le paragraphe stat et notamment le calcul du nombre de sujets nécessaires. Donc vous avez cette checklist qui est dispo. D'accord? Ça, si vous devez lire un essai contrôlé randomisé, vous allez checker tous ces points-là. Et ça va vous alerter sur des parties qui seraient potentiellement manquantes ou sur des points qui ne seraient pas très clairs et que vous pourrez peut-être aller creuser indépendamment. Ça, c'est chouette si on a un essai contrôlé randomisé à lire. Oui, mais moi, je voudrais expertiser une cohorte. Et bien pour les cohortes, il y a un autre statement qui s'appelle Strobe et qu'il va falloir utiliser. Mais ne retenez pas tous ces noms de statements, retenez surtout qu'il y a un site qui s'appelle Equator et qui va centraliser toutes les checklists de tous les essais pour que vous puissiez les lire tranquillement. Et vous voyez, on vous dit ici, si vous faites un contrôlé randomisé, vous prenez CONSORT. Si vous faites une cohorte, vous faites Strobe. Si vous devez lire une revue systématique ou une méta-analyse, prenez Prisma. Il y a une checklist pour lire les revues systématiques ou les méta-analyses. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans Prisma? On vous dit Prisma, c'est si vous avez envie de lire une revue systématique ou une méta-analyse, sachez qu'il y a une checklist qui est disponible et que vous pouvez du coup utiliser. Hop, qu'on va ouvrir juste ici. Et on vous dit, dans cette revue systématique ou cette méta-analyse, on va venir regarder effectivement quelle méthodologie vous avez utilisée pour faire votre revue de la littérature, quelle base de données est-ce que vous avez fréquentée, comment est-ce que vous avez posé votre question de recherche. Voilà, on va vous demander, est-ce que vous avez utilisé la méthode PICO, population, intervention, comparaison, outcome, study plan, etc., etc. Et vous aurez comme ça tous les critères à venir checker dans votre méta-analyse ou votre revue systématique. Okay? Et vous allez avoir comme ça de nombreuses checklists dispo sur CONSORT, puisque si vous regardez juste ici, voilà, vous avez du Medico-Eco, vous avez du Cali, etc., etc. Puis on vous dit qu'il y a quand même 548 checklists de dispo
en fonction des types d'études que vous avez à lire. Il y en a pour les essais contrôlés, randomisés, n'évaluant pas du médicament, mais du traitement orthopédique, sans intervention, etc., etc. Voilà, donc vous allez trouver toutes les checklists dont vous avez besoin pour lire vos articles. Donc ça, en termes de lecture critique d'articles, c'est extrêmement important de pouvoir venir expertiser ça. Donc on a vu effectivement qu'il y avait cette méthode PICO, la LCA, on a vu les grilles de lecture, et puis il va falloir effectivement mettre tout ça en lien avec ce qu'on appelle les niveaux de preuve. Et vous voyez que les plans méthodologiques que vous aurez identifiés pour lire vos articles, les contrôlés randomisés, les cohortes, les statements, etc., toutes ces études sont classées en fonction des niveaux de preuve. Okay, et toutes les études n'ont pas le même niveau de preuve. Alors, les études sont classées soit en niveau 1, 2, 3, 4 si vous êtes plutôt francophone, soit en grade A, B, C si vous êtes plutôt anglo-saxon, avec effectivement ce qu'on appelle de la preuve scientifique établie, de la présomption scientifique ou du faible niveau de preuve. D'accord ? Et vous voyez que les plus hauts niveaux de preuve, les niveaux 1 ou les grades A, ce sont les essais contrôlés randomisés de forte puissance ou les méta-analyses, mais seulement les méta-analyses sur essais contrôlés randomisés. C'est-à-dire qu'une méta-analyse qui aurait fait à la fois de la cohorte, du contrôlé randomisé, avec un peu de case report et puis un peu de cas témoins, bah, ce n'est pas une méta-analyse qui est sur un haut niveau de preuve. La règle en méta-analyse, c'est garbage in, garbage out. Si vous mettez n'importe quoi dans votre méta-analyse, vous sortirez n'importe quoi en résultat. Donc les plus hauts niveaux de preuve, c'est les essais contrôlés randomisés de forte puissance et les méta-analyses sur essais contrôlés randomisés. D'accord ? Présomption scientifique établie, on retrouve à nouveau notre essai contrôlé randomisé, mais là il est passé en faible puissance. Ok ? Donc essai contrôlé randomisé de faible puissance, tout ce qui est non randomisé mais bien mené, les études de cohorte, tout ça c'est ce qu'on appelle de la présomption scientifique. Là déjà ça a pris du plomb dans l'aile. Et puis tout ce qui va être cas témoin, essai contrôlé randomisé comportant des biais importants, tout ce qui va être étude rétrospective, série de cas et longitudinale, tout ça c'est ce qu'on appelle du faible niveau de preuve. D'accord ? Alors attention, pour passer de forte puissance à faible puissance, le curseur il est à 80%, dès que votre puissance descend en dessous de 80%, vous passez en faible puissance sur un essai contrôlé randomisé. D'ailleurs, il ne devrait pas y avoir d'essai contrôlé randomisé designé au-dessus de 80%. Donc à partir du moment où vous êtes entre 80 et 100% sur un essai contrôlé randomisé, vous êtes sur du fort niveau de preuve. Dès que vous descendez en dessous de 80%, attention, vous passez sur du faible niveau de preuve. D'accord ? Alors si on vous dit dans votre étude, oui, on est à 90% de puissance et on a 500 patients par bras, si vous lisez l'étude et qu'il y a plus de 300 patients par bras, autant vous dire que vous n'êtes pas à 90% de puissance et qu'il faut probablement se reposer la question de est-ce que j'ai atteint l'objectif, est-ce que je n'ai pas une étude qui est biaisée et à la fois de faible puissance. Donc voilà, attention, l'essai contrôlé randomisé, ce n'est pas forcément la Rolls, tout ce qui est dans un essai contrôlé randomisé, ça doit être revu avec la checklist consort et en fonction de ce qu'on s'est dit précédemment. Donc vraiment, vos grilles de lecture sont vraiment là pour vous aider, c'est un outil extrêmement précieux sur ces problématiques de lecture critique d'articles. Alors, oui. Pour l'essai contrôlé randomisé, du coup, sa puissance est déterminée par la checklist que vous avez mentionné. Non, la puissance, elle est déterminée a priori, et c'est une des composantes qui va permettre de calculer le nombre de sujets nécessaires. C'est-à-dire que c'est un curseur qu'on fixe au départ, on fixe deux risques, le risque de première espèce, alpha, le risque de première espèce, bêta. La puissance, c'est 1 moins bêta, et on fixe un curseur. Et la puissance, c'est la capacité d'une étude à mettre en évidence une différence entre deux traitements quand elle existe vraiment. Donc c'est-à-dire que si vous avez une puissance à 90%, ça veut dire que si vous faites votre étude 100 fois et que votre traitement il marche vraiment, dans 90% des cas, vous allez trouver que votre traitement marche. Voilà. Ça veut dire que si vous avez une étude à 50% de puissance, bah en gros, on prend une pièce dans sa poche, on tire à pile ou face. Un coup, on va montrer que le traitement marche, un coup, on va montrer qu'il ne marche pas, alors qu'il marche vraiment. D'accord, c'est 1 moins alpha. Non, 1 moins bêta la puissance. 1 moins bêta. Donc gardez bien en tête, une fois que vous avez effectivement trouvé tous ces articles et une fois que vous avez identifié effectivement toute cette biblio et que vous avez bien défini si vous voulez faire une recension des écrits, si vous voulez faire une réponse à une question clinique ou si vous voulez rédiger une méta-analyse ou une revue systématique, vous allez devoir passer par la lecture critique d'articles. Et cette lecture critique d'articles, les éléments clés, c'est la réalité du résultat. D'accord ? Est-ce qu'il y a une fiabilité méthodologique? Est-ce qu'il y a une réalité statistique? Est-ce qu'il y a une vraie valeur épistémologique? La reproductibilité des résultats. Est-ce qu'il y a d'autres études qui confirment ce résultat? Est-ce que c'est la seule étude depuis 10 ans qui apporte ce type de résultat? Est-ce que c'est cohérent avec les connaissances disponibles? Penchez-vous toujours sur la taille de l'effet et la précision de son estimation. Bah oui, j'ai un odds ratio, mais est-ce que j'ai bien son intervalle à 95%? Est-ce que je peux bien effectivement m'assurer que tout ça c'est correctement mesuré et que l'effet est bien associé à un estimateur de précision? On garde toujours en tête la balance bénéfice-risque qui doit être à l'avantage du patient.
on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a une pertinence clinique à venir lire cette étude? Est-ce qu'elle répond à une réelle question clinique qui était posée au départ? Et est-ce qu'elle apporte des nouvelles preuves pour ma pratique? Et puis gardez en tête également que on doit toujours avoir une représentativité des résultats et quelque chose d'extrapolable. Si vous êtes en train de lire une étude de cohorte sur les 20-40 ans en Inde, est-ce qu'elle est transposable chez vos patients de 80 ans que vous voyez en consultation dans votre service? Pas sûr. En tout cas, posez-vous la question, est-ce que c'est transposable? Est-ce que c'est extrapolable? Voilà. Donc c'est effectivement une question que vous pouvez vous poser. Je reviens sur la pertinence clinique. Le mois prochain, au mois de décembre, ça va être le seul mois où où je vous autorise à lire des études qui n'ont aucune pertinence clinique, et je vous encourage même vivement à aller lire le BMJ, qui est le British Medical Journal, qui est un journal assez prestigieux, avec un impact factor très élevé, qui au mois de décembre se permet une petite facétie, qui est de publier son BMJ de Noël. D'accord ? Et le BMJ de Noël, ça va être la seule fois dans l'année où le BMJ va publier des études qui n'ont aucune pertinence clinique, mais dont la méthodologie est juste parfaite. D'accord ? Si vous voulez comprendre les analyses de survie, il y a quelques années, le BMJ a publié une étude sur les taux de survie des boîtes de chocolat dans les services en fonction du type de chocolat, du service et des personnes qui les mangeaient. Et on vous explique qu'est-ce que c'est que la survie d'une boîte qui part pleine de chocolat et pourquoi certains chocolats descendent plus vite que d'autres en fonction des professions, etc. Si vous voulez apprendre à faire une très bonne revue de la littérature, sachez qu'il y a quelques années, ils ont publié une revue de la littérature sur la consommation d'alcool de James Bond. Ils ont repris tous les livres de James Bond un par un, ils ont calculé la dose de vodka martini qu'il prenait, le nombre de grammes d'alcool que ça faisait, ils ont calculé qu'au 3e volume, il aurait dû avoir son carcinome hépatocellulaire, il n'aurait jamais dû faire autant d'aventures. Si vous voulez lire un très bon essai contrôlé randomisé, voilà, une revue de la littérature parfaite, faut-il utiliser un parachute pour sauter d'un avion? Revue de la littérature sur tout ce qui s'est passé, tous les sauts en parachute qu'il y a eu. Bref, la mortalité n'est pas de 100%. Il n'y a aucun essai contrôlé randomisé qui a prouvé que l'utilisation du parachute était indispensable pour sauter d'un avion. Donc on nous demande si ce n'est pas juste un outil de confort pour sauter des avions. Voilà, donc l'équipe qui a publié ça a dit, voilà, pendant la guerre, il y a un mec qui a sauté d'un avion, il est tombé dans un arbre, il a traversé la grange, il est tombé dans le foin, il n'est pas mort. Donc voilà, il n'y a pas de vraie utilisation prouvée du parachute, c'est peut-être un lobby de l'industrie du parachute. Qu'à cela ne tienne, quelques années après, hop, essai contrôlé randomisé sur l'utilisation du parachute pour prévenir les traumas majeurs et la mort quand on saute d'un avion. Lisez bien le titre, hein, c'est marqué quand on saute d'un avion. Ils ont posé un avion par terre, ils ont tiré au sort qui avait le parachute, qui n'avait pas le parachute. La conclusion, c'est attention, le parachute, ça crée beaucoup plus de trauma que quand on ne le met pas, parce qu'il y a plus de poids sur les épaules. Les gens qui ont sauté de l'avion se sont tordus la cheville ou le genou. Donc attention, le parachute, c'est très dangereux, ça donne des traumas de cheville et de genou. On vous dit quand même, attention à ne pas extrapoler ces résultats sur des vols en altitude. Voilà. Vous pouvez venir lire comme ça des articles hyper intéressants, hein, par exemple sur voilà, anesthésiste versus chirurgien orthopédique, test de QI et de force. Voilà, comment foutre le bordel au bloc en moins de 2 secondes. Je vous laisse comparer. Voilà, je vous ai mis la ref aussi sur les études de boîtes de chocolat pour comprendre les études de survie. Voilà, le BMJ de Noël, c'est vraiment le British Medical Journal, c'est un vrai journal de référence. Et au mois de décembre, effectivement, il se lâche sur des articles qui n'ont aucune pertinence clinique, mais dont la méthodologie est parfaitement irréprochable, et qui vont vous permettre de comprendre la lecture critique d'articles, qui vont vous permettre de comprendre effectivement des études qui auraient peut-être été un petit peu plus compliquées à appréhender sur des vraies données patients, mais là, en l'occurrence, vous allez être sur des données hyper fun. Voilà, il y a une étude de probabilité sur la survie pour savoir si 27 ans est un âge à risque de décès pour les rockstars. Il y a aussi une étude très intéressante sur la microcirculation dans le nez du renne pour savoir pourquoi Rudolf a le nez rouge. Voilà, donc n'hésitez pas, le BMJ de Noël, d'un point de vue méthodo, c'est juste génial, mais ça n'a aucune pertinence clinique. Ce sera la seule fois où vous avez le droit, effectivement, en LCA, de vous affranchir de la pertinence clinique. On devait finir à 16h, il est 55, donc on a un petit temps de 5 minutes pour savoir si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on échange sur cette utilisation effectivement des études une fois que votre biblio est faite. Oui. Même après l'atelier? Ah oui, quand même. Ok. Ouais, mais ça compte, hein. Ça compte. Quand je lis un article, les auteurs, on fait une étude sur les auteurs ou pas? Est-ce que ça... On peut stalker. On peut aller checker, est-ce qu'ils ont un profil Facebook, est-ce qu'ils ont un Insta, on peut aller les DM, on peut. Moi, si je ne les connais pas, est-ce qu'il y a pas... Bon, on peut aller regarder le nombre de fois où ils ont publié, dans quelle équipe, est-ce qu'ils ont publié 50 fois sur cette thématique en 20 ans, est-ce que ce sont des auteurs de référence, est-ce qu'ils ont déjà des articles retirés?
voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Effectivement, on peut étudier le profil des auteurs. Est-ce qu'ils sont associés toujours avec les mêmes auteurs ou est-ce qu'ils publient dans 5-6 équipes différentes? Voilà. On peut aller effectivement s'interroger sur le profil des auteurs, même sur le profil de l'équipe qui publie. Est-ce que c'est une équipe de référence? Est-ce qu'ils publient beaucoup est-ce qu'ils obtiennent beaucoup de financement, etc. Est-ce qu'ils mènent plusieurs études sur cette thématique-là? On peut effectivement s'intéresser à l'équipe, ouais. Un profil d'intérêt non déclaré sur un article, ça fait partie des fraudes ou des choses comme ça? Ouais, ouais. Mais normalement, ils sont dépistés bien avant. Les conflits d'intérêt, on arrive à les... Enfin, ils apparaissent même pas dans les motifs de retrait parce qu'ils sont dépistés bien avant. Maintenant, avec les profils ORCID, etc., on arrive très vite à savoir s'il y a conflit d'intérêt ou pas. Et avec les bases de données, voilà, il y a une base de transparence sur tout ce que les personnes reçoivent de l'industrie pharmaceutique. Il suffit de checker la base de transparence publique et on sait tout de suite si effectivement il y a quelque chose de non déclaré ou pas. Le tableau que vous avez mis sur le niveau scientifique des articles, est-ce qu'il est applicable à tout type d'études? J'ai comme l'impression que c'est applicable que pour les thérapeutiques. Non, on peut faire un essai contrôlé randomisé qui évalue une nouvelle prise en charge de patients, une nouvelle manière de faire un pansement, etc. On n'est pas obligé que d'être dans du thérapeutique. Et ça, c'est HAS, hein, c'est pas... Voilà, j'ai mis la référence en bas, c'est HAS. Hein. D'autres questions, commentaires? Du coup, utilisation ou pas du parachute? Plutôt, hein? Ouais. En vol, on ne sait pas. On nous demande de... Voilà, en vol, on ne sait pas, mais en tout cas, sautez pas d'un avion avec un parachute, visiblement, c'est dangereux. Voilà. C'est pas ce qu'il faut retenir de ce topo, mais... Pas d'autres questions? Bon, ben merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Il est 16h pile, donc je crois qu'on a une petite pause.